Dossier numéro 5, Yolande, âgée de 26 ans, est adressée à votre consultation par chute intermittente de la paupière supérieure gauche, évoluant depuis environ un mois. À l'interrogatoire, elle vous rapporte que ces épisodes surviennent tous les soirs et qu'elle a par ailleurs noté, à quelques reprises, des difficultés à monter ses escaliers après des journées de travail particulièrement harassantes. Elle éprouve par ailleurs une fatigue notable depuis quelques mois. L'examen clinique est initialement normal, mais lorsque vous demandez à Yolande d'effectuer des contractions répétées de la main et de l'avant-bras, la circulation sanguine étant arrêtée au niveau du bras par un garrot, vous notez un épuisement net des muscles en action. De plus, à la levée du garrot, vous êtes surpris par l'apparition d'un ptosis gauche. Yolande n'a pas d'antécédents, hormis un glaucome chronique traité par thymoptol. Question numéro 1. Quel est le nom de la manœuvre décrite dans l'énoncé ? Numéro 2. Quel diagnostic suspectez-vous ? Question numéro 3. Quels sont les 2 examens les plus utiles au diagnostic ? Qu'en attendez-vous ? Question numéro 4. Quel est le reste du bilan complémentaire que vous réalisez ? Question numéro 5. Votre diagnostic est confirmé. De quelles armes thérapeutiques disposez-vous ? Numéro 6. Quels conseils donnez-vous à Yolande concernant son mode de vie ? Question numéro 7. Yolande souhaite entreprendre une grossesse et s'inquiète des risques liés à sa maladie. Que lui expliquez-vous ? Le nom de la manœuvre décrite dans l'énoncé est une manœuvre relativement connue, mais pas souvent pas des étudiants. Elle s'appelle la réaction de Mary Walker. Je vous rappelle, cette manœuvre est très évocatrice, mais inconstante dans la myasthénie. Le diagnostic est suspecté, donc, était celui de myasthénie, mais dire myasthénie, c'était pas suffisant. Il faut aller un peu plus loin dans le diagnostic. On est dans un cas de myasthénie, du sujet jeune, probablement d'origine auto-immune. L'atteinte, vous l'avez vu, elle est oculaire et extraoculaire, ça s'appelle une myasthénie généralisée. Il faut préciser s'il existe ou non des signes de gravité, notamment respiratoires, ce qui n'était pas le cas ici. Et cette myasthénie survient chez l'adulte, donc on parlait de myasthénie de l'adulte. Le diagnostic complet était celui de myasthénie auto-immune, généralisée, sans atteinte respiratoire, de l'adulte. Les 2 examens les plus utiles au diagnostic, qu'en attendez-vous ? Je parle ici d'examens complémentaires. Il fallait tout d'abord me parler des dosages des anticorps antirécepteurs à l'acétylcholine. Je vous rappelle que la myasthénie auto-immune est donc une maladie auto-immune liée au blocage des récepteurs post-synaptiques à l'acétylcholine par des auto-anticorps. Ces auto-anticorps peuvent être retrouvés dans le sang. Ils sont positifs dans 85 à 90% des cas si la myasthénie est généralisée. Ils sont retrouvés, je vous le rappelle, dans moins de 50% des cas chez les patients atteints de myasthénie oculaire pure. Le deuxième examen dont il fallait parler était l'électromyogramme de détection et stimulodétection des 4 membres, comme d'habitude. Ce qu'il fallait rechercher de manière spécifique, c'est ce phénomène de décrément. Le décrément se manifeste lors de la stimulation répétée d'un nerf à basse fréquence, 3 Hz, et on va mettre en évidence une diminution de l'amplitude du potentiel d'action de plus de 10% au 5e potentiel. Cette recherche de décrément va donc se faire en stimulodétection. On va stimuler le nerf et obtenir un potentiel d'action. Le nerf, on le stimule de manière répétée, donc on obtient des potentiels d'action répétés. Dans la myasthénie, on va avoir, mon dessin n'est pas très joli, mais on va avoir, lorsqu'on stimule de manière répétée à basse fréquence le nerf, une diminution de l'amplitude du potentiel d'action. Je rappelle que l'amplitude, c'est un peu sa hauteur. Et cette diminution, pour parler de décrément, elle doit être de plus de 10%. Au 5e potentiel. Un EMG normal n'élimine par ailleurs pas le diagnostic de myasthénie.
Ça, c'est surtout vrai dans les cas de myasthénie oculaire pure. Il faut savoir rechercher l'atteinte où elle se trouve, mais il est possible de passer à côté. Donc un EMG normal n'élimine pas le diagnostic. Le reste du bilan complémentaire que l'on peut réaliser a plusieurs intérêts. D'abord, ça va être un examen à visée étiologique. Je vous rappelle que chez grand nombre des patients, on retrouve des anomalies thymiques à l'origine de la myasthénie. Il faut rechercher ces anomalies du thymus par un scanner thoracique à coupe fine. On recherchera une hyperplasie ou un thymome. Les anticorps anti-muscles striés, je vous le rappelle, sont positifs à taux important en cas de thymome. Il faudra les doser. Le bilan de la myasthénie, c'est aussi et surtout un bilan de sa gravité. Le bilan de la gravité de la myasthénie est essentiellement respiratoire. Il faudra réaliser de façon systématique, même chez un patient qui ne se plaint pas spontanément de dyspnée, de difficulté à la toux, réaliser des épreuves fonctionnelles respiratoires. Le bilan, c'est aussi un bilan des comorbidités. C'est une maladie auto-immune qui peut potentiellement être associée à d'autres maladies auto-immunes. Il faut les rechercher par un bilan guidé par la clinique, comprenant au moins un bilan thyroïdien avec dosage des anticorps antithyroïdiens, les anticorps antinucléaires, anti-DNA natifs, latex Valère rose. On peut rechercher aussi un diabète auto-immun et d'autres pathologies, je vous le rappelle, toujours orientées par la clinique. Votre diagnostic est confirmé. De quelles armes thérapeutiques disposez-vous? Je vous rappelle que dans la myasthénie, vous ne devez pas connaître les indications thérapeutiques, mais connaître les armes dont disposent les thérapeutes pour soigner les patients et reste essentiel. Plusieurs traitements, un traitement symptomatique. Je vous l'ai dit que la myasthénie est liée au blocage des récepteurs postsynaptiques à l'acétylcholine par des auto-anticorps. Ce qu'on va essayer de faire par le traitement symptomatique, c'est essayer de faire qu'il y ait plus d'acétylcholine qui arrive sur ces récepteurs en faisant en sorte qu'ils ne soient pas dégradés au niveau de la synapse par l'acétylcholinestérase. Donc on traitera ces patients par anticholineestérasique de manière systématique. Le traitement peut aussi être étiologique. On a vu que les anomalies thymiques étaient fréquemment retrouvées. On réalisera de façon systématique une thymectomie chez les patients qui présentent un thymome, mais on pourra même réaliser cette thymectomie en l'absence de thymome chez les patients présentant une myasthénie généralisée sévère à un âge jeune. Ensuite, si nécessaire, si le traitement symptomatique est insuffisant, on sera amené à proposer un traitement immunosuppresseur chez ces patients ayant une maladie auto-immune. Traitement immunosuppresseur, ça peut être une corticothérapie où on pourra aller un petit peu plus loin en proposant des immunosuppresseurs cytolytiques comme l'aziatioprine. En cas de poussée, je vous rappelle que la myasthénie, c'est une maladie qui peut évoluer par poussée liée à des facteurs déclenchants, infectieux, intervention chirurgicale, stress quelconque. Et en cas de poussée, notamment avec manifestation respiratoire, on aura recours en milieu spécialisé aux immunoglobulines intraveineuses ou au plasmaphéreses. Enfin, un des mots-clés de la question de la prise en charge thérapeutique du patient myasthénique, c'est l'arrêt de tout traitement susceptible d'altérer la transmission neuromusculaire. Cette patiente prenait ici du thymoptol, qui est un bêta-bloquant, certes en collyre, mais contre-indiqué. Il faudra remplacer ce traitement. N'oubliez pas, chez le patient atteint de maladies chroniques, de proposer une prise en charge psychologique. Les conseils à donner à Yolande concernant son mode de vie, ça va être une des questions fréquentes du patient atteint d'un diabète, patient atteint ici du myasthénie, d'une autre maladie chronique. C'est toujours les questions, c'est qu'est-ce que je dois faire au quotidien pour aller mieux? Qu'est-ce qu'il faut lui répondre? Déjà lui dire qu'il ne faut pas s'automédiquer parce qu'il ne faut pas prendre les médicaments contre-indiqués. On doit lui remettre une liste des médicaments contre-indiqués car altérant la transmission synaptique de l'acétylcholine. Donc c'est sur une feuille de papier qu'il faut lui donner en main propre et prévenir son médecin traitant. Deuxièmement,
On va lui apprendre à auto-adapter dans les périodes de stress liées à l'infection, liées à une intervention chirurgicale. On va lui proposer d'auto-adapter dans la limite des doses prescrites son traitement symptomatique par anticholinesterasique. Enfin, on va lui expliquer qu'il est possible d'être surdosé en anticholinesterasique. On va lui expliquer quels sont les signes de surdosage et lui proposer de consulter en urgence si elle voit apparaître un quelconque signe de surdosage. Pareil pour les signes d'alarme, si sa maladie se dégrade, qu'elle voit apparaître notamment des troubles de la déglutition, une défaillance respiratoire, difficulté à tousser, à expectorer, une dyspnée, il faut absolument qu'elle consulte en urgence. Enfin, le port d'une carte de patient est là encore essentiel et lui expliquer qu'elle doit l'avoir à tout moment sur elle, précisant son statut de myasthénique, le traitement en cours et les contre-indications médicamenteuses associées à sa maladie. Autre question de la femme jeune atteinte de maladie chronique, c'est moi, comment je peux faire pour aller mieux dans la vie de tous les jours? Et deuxièmement, c'est je veux avoir un bébé, je fais comment? Est-ce qu'il y a des risques? Pour moi, pour la grossesse, pour le bébé? Vous lui expliquez quoi? Oui, il y a des risques. La grossesse n'est pas contre-indiquée dans les formes mineures de myasthénie. Donc, surtout à 26 ans, c'est vraiment une contre-indiquer une grossesse, c'est une indication, une sanction très importante. Et dans les formes mineures, vous ne devez pas dire à la patiente que la grossesse est contre-indiquée. Par contre, vous devez lui expliquer les risques. Les risques, ils sont doubles. Ils sont des risques pour elle et des risques pour son enfant. Le risque pour elle, c'est un risque d'aggravation de sa maladie. Dans la myasthénie, c'est surtout au premier trimestre. Et lui expliquer que du fait de ce risque, on devra médicaliser sa grossesse, avoir une surveillance accrue, symptomatique pour elle, une surveillance échographique accrue pour son enfant. Lui dire aussi que par contre le traitement qu'elle prend par anticholinesterasique n'est pas contre-indiqué pendant cette grossesse, qu'elle n'aura pas de problème pour prendre son traitement. Enfin, ce qui intéresse toute femme jeune qui souhaite avoir un enfant, c'est plus que sa propre santé à elle, parfois c'est la santé future de son enfant et du risque associé à la maladie pendant la grossesse et après. Quand une patiente atteinte de myasthénie a une grossesse et un bébé, elle risque de transmettre des auto-anticorps par voie placentaire à son enfant qui, à la naissance, peut développer une myasthénie dite néonatale. Cette myasthénie néonatale survient chez 10 à 25% des enfants nés de mère myasthénique. Elle s'installe dans les quelques jours à quelques semaines suivant la naissance et les symptômes sont spontanément régressifs une fois que le bébé a développé ses propres auto-anticorps et se débarrasse des anticorps maternels. Donc bien la prévenir que son bébé est à risque de développer pendant les quelques semaines qui suivront la naissance une hypotonie, voire une défaillance respiratoire, mais qu'on pourra le traiter par anticholinesterasique et surtout qu'il s'agit de quelque chose de transitoire et de non fixé. Distinguez bien cette myasthénie néonatale de la myasthénie congénitale, qui est un autre type d'affection non auto-immune d'origine génétique. Les points importants, je vous les rappelle, la myasthénie reste une des causes d'hospitalisation en réanimation neurologique. Il faut connaître sa prise en charge et le plus important est de toujours savoir évaluer l'atteinte respiratoire. C'est cette atteinte respiratoire qui fait toute la gravité de la maladie. Chez un patient même qui a l'air d'aller bien, il faudra préciser dans votre copie et a fortiori dans la vraie vie qu'on évalue le patient sur le plan respiratoire. On va le faire compter en apnée, on va évaluer l'encombrement bronchique notamment. On pourra même chez ces patients mesurer très facilement la capacité vitale au lit sans avoir à réaliser des épreuves fonctionnelles respiratoires un peu plus sophistiquées. Enfin, dans la myasthénie, comme autre mot-clé, il y a la notion de facteur déclenchant. C'est une maladie qui évolue par poussée. Les poussées sont déclenchées par certains facteurs, notamment infectieux et médicamenteux. Donc chez tout patient myasthénique qui s'aggrave, pensez à faire un bilan infectieux, clinique et biologique, et un bilan, une liste des médicaments qui ont été débutés. C'est ensuite une maladie chronique. Une maladie chronique implique 3 mesures, ici.
l'éducation du patient qui devra être répétée au cours des différentes consultations par le praticien, la remise de la liste des médicaments contre-indiqués et le port d'une carte de patient myasthénique. Donc vous voyez par cette conférence qu'on a vu plusieurs urgences neurologiques, on a vu le syndrome de Guillain-Barré, on a vu l'accident vasculaire cérébral et on a vu l'urgence de la myasthénie. Pour chacune de ces urgences, il y a des mots-clés à connaître. Dans le syndrome de Guillain-Barré, il faut tout connaître les critères diagnostiques, savoir éliminer les diagnostics différentiels. Il va falloir chez ces patients surveiller de près l'ascension clinique, surveiller les troubles respiratoires liés à la dysfonction diaphragmatique qui peut s'installer, surveiller aussi la survenue de signes dysautonomiques dont nous n'avons pas parlé dans cette conférence, qui peuvent se manifester par des troubles du rythme cardiaque, voire une mort subite. Dans l'accident vasculaire cérébral, faites attention au délai de survenue de cet accident par rapport au moment de la consultation, car ce délai est très important pour l'instauration de traitements comme une thrombolyse intraveineuse. Je vous rappelle que l'indication de la thrombolyse intraveineuse est si l'accident est survenu moins de 3 heures auparavant, et actuellement, si on est à un délai supérieur à 3 heures, il ne faudra pas la proposer. Je vous rappelle les mesures symptomatiques à mettre en place dans l'AVC: respect de l'hypertension intracrânienne, repos strictoli, bonne hydratation, traitement systématique de l'hyperglycémie, traitement systématique de l'hyperthermie. Ces mesures sont essentielles et ont amélioré considérablement le pronostic des malades. Là encore, on vous en voudra de les oublier. Enfin, c'est le dernier dossier, le dossier myasthénie, patients qui peuvent s'aggraver du jour au lendemain à cause de facteurs déclenchants qu'il faudra dépister et traiter si la poussée ou la crise myasthénique survient, et toujours penser à chaque consultation à évaluer vos patients sur le plan respiratoire, pas des mesures simples comme compter en apnée ou par une mesure de la capacité vitale. Voilà, j'espère vous retrouver à la prochaine conf de neurologie où nous aborderons d'autres sujets. Bon courage à tous.